Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, est-ce que tu as regardé le gala de boxe en fin de semaine? Non, je ne l'ai pas regardé, mais... Tu as lu Twitter? J'en ai entendu parler au maximum, mais écoute, c'est mitigé un peu comme décision. Hein? C'est mitigé. J'ai vu le combat. Oh, vas-y. Et je pense que je suis pas arrivé 114-113. Yvon Michel l'a eu sur le nez. Ouais, Hein? ouais. Lui, il a eu la bonne prédiction et tout ça. J'étais un peu d'accord dans le sens que c'est controversé parce qu'en début de combat, Kovalev a envoyé Ward au tapis. Exactement. Mais moi, je te dirais que à partir du 7e round, et j'ai écouté une entrevue de Jean Pascal lundi matin à 91.9, et j'ai trouvé ça bien parce qu'il disait que c'était un peu comme mon premier combat contre Bernard Hopkins. Il dit, je dominais la moitié du combat, puis après ça, Hopkins a comme pris les devants ensuite. C'est à peu près ça. C'est vrai. Mais oui, écoute, ça l'a ouvert. D'abord, ils vont faire de l'argent. C'est un round 2, puis peut-être un round 3 si Kovalev gagne le prochain. Donc... Probable. Ça ouvre la porte grande même à une revanche. Mais que faisaient trois juges américains? Tu sais, là, Cathy Douva, moi, je l'aime pas vraiment. Là, je vais être honnête avec toi, je suis pas déçu que Kovalev ait perdu. Là. Mais quand même, elle criait à tous les... En tout cas, à qui voulait l'entendre. Elle était rendu que l'arbitre revenait d'une chirurgie dans le dos et qu'il était pas capable de se déplacer. Là, on était rendu loin dans les théories du complot, mais quoi qu'il en soit, ça a été tout un combat. Ouais, tu as vu ton ami Adonis par la suite avec sa ceinture dire qu'il voulait... Lui, maintenant, lui, il capable, envoie à Ward. Ah ouais. C'est le temps d'unifier. Moi, je vais dire quelque chose. Si André Ward boxe la moitié comme il a boxé contre Kovalev, il va knocker Stevenson, ça sera même pas drôle. Là. François, tu sais qu'on enregistre le lundi, donc on était pris dans cette espèce de mini-tempête qui n'était pas si pire que ça, mais le monde ne savent pas conduire, fait que ça a pris 1h30 de se rendre au bureau. Mais l'été, mon cher. Oui, c'est ça, exactement. Sauf que l'Impact, on n'a pas les résultats, mais joué mardi, j'espère que c'est quelque chose de bien. Ouais. Vous savez, l'émission est diffusée la première fois le mercredi, mais chose certaine, je suis content, on a rempli le stade olympique. Ouais. Ça, c'est mission accomplie. D'ores et déjà, mission accomplie. Parle-nous un peu de l'émission. C'est tellement dans ton élément, mon cher. Bien heureux, Alex. On va parler de montgolfière. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas un sport, nos invités vont nous prouver le contraire, je pense. On a Patrick Loutier et Serge Guillette de la Magie de l'air qui sont avec nous, qui vont venir parler de leur passion. Patrick revient tout juste d'Albuquerque, qui est le plus gros festival de montgolfière au monde. Oui, ça a l'air que c'est pas petit. Hein? Ouais, plus de 600 montgolfières. Serge qui est allé en Europe également. Écoute, ils vont nous raconter des belles histoires qui vont te plaire, j'en suis persuadé. Et c'est un sport qui n'est pas donné, hein? Il va nous l'expliquer. Ça prend quelques... Sors tes bidous, mon pitou. Oui, un petit peu. Ouais. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François et moi plutôt, avons, je pense qu'il est temps qu'on avons réalisé avec Serge et Patrick. Bougez pas. Et cette semaine à Sport Express, François, on est dans ton élément, mon cher. Ben oui. On parle de montgolfière avec deux passionnés, deux pilotes propriétaires, Patrick Loutier, Serge Guillette. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux propriétaires, mais vous êtes plus que deux propriétaires pour la Magie de l'air. Vous êtes quelques-uns. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu, c'est quoi le concept? Ça vient de où exactement? La Magie de l'air, on vient de Saint-Jean. On est 4 pilotes propriétaires. Il y a 2 conjointes des pilotes qui sont avec nous. Donc, on est une équipe de 6 qui s'occupons là, de A à Z de ce qui se passe dans l'entreprise. Ça veut dire que ce soit des vols, que ce soit comptabilité, marketing, mécanique. Tout se gère à l'intérieur de l'entreprise. Okay. La Magie de l'air, Pat, c'est pas juste un ballon. Hein. Là, vous êtes 2 pilotes avec nous, mais vous avez une flottille. Juste à vous, la Magie de l'air. Parlons un petit peu du nombre de ballons que vous avez, le nombre de passagers. Des fois, on voit des montgolfières, Alex, dans le ciel de Saint-Jean. Puis ça peut être juste la magie, puis il y a quoi? Il y a une quarantaine de passagers, peut-être? Oui, effectivement. On vient de signer là, la 14e enveloppe de l'entreprise. Cette année, on devrait friser les 1500 passagers volés en un an d'opération, c'est-à-dire pour l'année 2016. Devrait être entre 15 et 1600 passagers. Là, c'est pas juste des ballons que vous avez 2 passagers, 3 passagers. Ça peut aller jusqu'à 10 passagers, les plus gros 10 qu'on va avoir là, avec nous autres. Serge, tu es pilote depuis maintenant 25 ans. On va y revenir tantôt. Mais les gars, ça commence comment? Tu sais, moi, je suis un gars de communication. Je travaillais à Z104 à l'époque. J'ai connu les montgolfières comme ça parce qu'on était sur le site. Toi, même chose, les équipes de poursuite. Une passion pour la montgolfière. On développe ça comment? Bien, on développe ça par y participer comme bénévole, bien souvent. C'est comme ça que ça commence. Moi, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, le Festival de Saint-Jean, il était pas mal dans ses débuts. Jeune. C'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, mettons. J'étais un peu plus jeune, effectivement. Puis j'ai commencé vraiment à m'investir comme bénévole juste avant le mondial de 91. Okay. Alors, à partir de là, j'ai commencé à vouloir participer à ça. Puis c'est un concours de circonstances parce que j'avais un été où j'avais besoin un peu d'évasion. Puis c'est comme ça que j'ai commencé.
Puis de fil en aiguille, j'ai fait mon premier vol, je l'ai fait pendant les compétitions de 91 avec une Américaine qui faisait un vol. J'étais un officiel pour la compétition. Et j'ai fait mon premier vol et j'ai comme eu la piqûre. Puis là, de fil en aiguille, ben j'ai rencontré un gars qui jouait à balle avec moi, qui venait de s'acheter un ballon. J'ai commencé à faire de la poursuite avec. Et évidemment, après ça, avec les années, on achète un premier ballon, un deuxième ballon. Fait que moi, à la Magie de l'air, j'étais propriétaire d'une autre compagnie qui s'appelait Fervent Montgolfière avant. Et après ça, ben, des gars, après un certain nombre d'années, on s'est comme tout un peu séparés. Et je me suis ramassé avec une gang de jeunes, de jeunes pilotes passionnés. Fait que moi, je tire la patte un peu par rapport aux autres parce que ceux qui ont du gaz, pas mal. Mais c'est correct, j'essaie de suivre. Toi, Pat, de ton côté, comment ça a commencé l'aventure de la Montgolfière? En étant un bon citoyen ici à Saint-Jean, le festival a 33 ans, j'ai grandi avec le festival. À l'école, j'avais un de mes profs qui était Daniel Turcotte, qui était un de mes professeurs. On le voyait en ballon, on prenait nos vélos et on le suivait. J'achetais mon passeport pour venir voir les spectacles, les ballons. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben là, tant qu'à payer, je vais devenir bénévole. J'ai été bénévole avec un Américain. Ça a commencé comme ça. Un Américain qui m'a donné un soir, m'a donné le brûleur pour faire une nuit magique. J'ai touché un brûleur, puis j'ai fait, non, moi, c'est ça que je veux faire. De fil en aiguille, suivi le cours. J'ai piloté pour 2 entreprises dans la région. Concours de circonstances m'a amené aujourd'hui à avoir notre entreprise, la Magie de l'air. Serge s'est greffé à nous autres 1 an après qu'on ait fait l'acquisition de la magie. C'est comme ça que ça a commencé. Pouvez-vous nous expliquer pour le bénéfice des téléspectateurs, parce que nous, on le sait un peu, quelqu'un qui veut devenir pilote de Montgolfière, quelles sont les étapes à suivre? Tu ne deviens pas pilote en claquant des doigts, c'est quand même un long processus. Oui, effectivement. On va commencer par un volet théorique, où on va aller chercher tout ce qui touche la réglementation de l'aviation canadienne, météorologie, tout ce qui touche l'aspect ballon. On parle d'un cours qui peut être environ 80 heures de théorie, examen avec questions Transport Canada, examen médical. Après ça, on embarque dans le pratique avec un instructeur. Tout dépendant de la capacité de l'élève à apprendre, bien, ça prend un minimum de 16 heures de vol avant de pouvoir faire après ça une demande à Transport Canada pour obtenir une licence de pilote et un autre examen. OK. Ça, c'est la question plus théorique, en fait. Parlons un peu de la magie de l'air, parce que nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un des plus grands festivals, on va se le dire. Ça fonctionne bien. Gatineau aussi, je pense. Mais c'est pas juste pendant cette semaine et demie, 2 semaines-là. La magie de l'air, est-ce que c'est à l'année? Moi, j'écoute l'entrevue en ce moment, je me dis, hey, j'aimerais ça offrir ça en cadeau de Noël. Comment ça fonctionne? C'est pas juste pendant le festival? Non, nous, on vit 52 semaines par année. C'est sûr qu'il y a certains moments dans l'année, printemps, quand ça dégèle, comme présentement, au mois de novembre, avec la première neige qui tombe, on est un petit peu plus restreint dans nos vols. Dès que ça va être, les sols vont être gelés, on va recommencer à voler. Nous, c'est à l'année. On fait du ballon parce qu'on aime ça, peu importe la température. C'est sûr que l'hiver, c'est un petit peu moins connu. Souvent, ce qui va arriver, bien, c'est des vols de pilote qu'on se fait au lieu d'être avec des vols passagers. Mais en même temps, c'était un peu ma prochaine question. Ça doit être assez féerique, surtout ici à Saint-Jean ou si tu t'en vas dans les cantons de l'Est. Les montagnes, ça doit être beau quand même aussi, même en hiver. Hein? Oh oui, c'est beau. C'est blanc. Souvent, la vue est plus grande l'hiver que l'été, parce qu'on n'a pas le smog. C'est différent, mais c'est wow. Moi, chaque saison va me plaire. Là. Je vais aller chercher les particularités des saisons. Mais ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que la magie de l'air, c'est pas juste d'embarquer des gens, de vendre des envolées pour faire de l'argent nécessairement. Dans la magie de l'air, c'est en premier lieu, on fait ça pour notre passion, on fait ça pour voler. Nous autres, quand on a décidé de faire ça, là, la gang, notre priorité, c'était tout l'argent qui rentre, c'est pour réinvestir, c'est pour acheter de l'équipement supplémentaire puis d'avoir. Ça va permettre à ses enfants de pouvoir voler, ceux qui ont la passion. Ça a permis à mon plus jeune de devenir pilote l'année passée. Cette année, l'année passée, il a fait son premier festival cette année. Fait que mon plus jeune, il a suivi son cours avec la magie, il a fait toutes ses étapes. Il a volé à du moins 25, moins 30 parce qu'il voulait avoir ses heures pour faire le festival avec Martin. Fait que ça lui a permis de faire ça. Puis lui, il y a des enfants qui grandissent, puis Eric aussi, il y a des enfants. Fait que ça permet ça. Puis en même temps, dans le monde du ballon, on s'entend que acheter un ballon, c'est quand même dispendieux, c'est pas donné. C'est combien? Tu donnes bien, mon François. C'est combien à peu près? On va jouer dans une planche là, entre 40 et 100 000 à l'achat. OK. Fait que, évidemment, quand on achète un ballon, bien souvent, ça prend des entrées d'argent pour acheter ça. Fait que
C'est une des raisons pour lesquelles on vend des envolées. Mais en même temps, on s'entend que les gens de la région, les gens qui sont pilotes, aujourd'hui, devenir pilote, si tu n'as pas les moyens financiers quand tu es jeune, tu as d'autres priorités que ça. Tu as des enfants, tu as la maison, tu as un paquet de choses à faire que ça. Nous autres, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on a tellement d'équipements maintenant, c'est qu'on permet aux pilotes de la région de voler. Alors, en échange de services, eux autres font des envolées avec nous autres, puis les autres nous se permettent de pouvoir voler comme ils veulent avec nos équipements, etc. Alors, ils font partie de notre certification aérienne déspécialisée, qui est un COAS. Et puis, à partir de là, bien, ça permet à bien des gens de la région qui sont pilotes maintenant de pouvoir profiter de cette passion-là sans être obligé de s'embarquer. Parce que notre bon ami Pierre Guerrier-Pi, qui a pris sa retraite avec l'année passée, c'est pas tout le monde qui, comme lui, peut se payer ce luxe-là, parce que c'est un sport qui est quand même assez dispendieux. Là, vous avez quand même, tu l'as dit tantôt, une grosse flotte. Ça en a une dizaine à coût de 100 000. On parle dans les 16 chiffres maintenant. Il faut être assez bien... Il faut être une gang, sinon, à la limite. Là. Oui, puis ce qui fait notre force, c'est qu'on fait tout à l'interne. On a très peu de sous-contractants ou d'avoir besoin de quelqu'un pour nous aider. On a un hébergeur web qu'on paye, mais le reste, la comptabilité, la formation, l'inspection, ça se fait à l'interne. Fait que tous les frais externes, on n'en a pas parce qu'on a décidé à l'interne de tout se former pour pouvoir le faire. Fait qu'on diminue les coûts énormément. On parle de passion, de plaisir depuis tantôt. Si je vous posais la question, la Montgolfière, est-ce que c'est un sport pour vous ou c'est vraiment plus une passion? Ça dépend à quelle vitesse qu'on décolle. Ça dépend où on atterrit aussi. Aussi. On peut dire qu'il y a des soirs d'été qu'on finit. Des fois, j'ai plus chaud à avoir fait du ballon que de jouer une game de hockey. Ça peut être rock'n'roll d'atterrir, ramasser les équipements. Je pense que faire des envolées quand il fait super beau, comme à Saint-Jean, mettons qu'il fait beau pendant 3-4 jours, on fait des envolées, 7 envolées, 8 envolées en ligne, plus les nuits magiques. Là, moi, je considère que c'est un sport parce que m'a dit que je manque de souffle pour me rendre jusqu'au bout de là. Ça commence à être épuisant. C'est physique, là, c'est très physique. Puis avec les gros ballons comme on a, mettre enlever l'air dedans. C'est sûr que si tu souffles à la paille, à un moment donné, il manque d'air. Ah non, c'est pas de même. Il est temps que tu embarques. Oui, OK. À chaque année qu'on reçoit des gens, tu me dis, tu vas voler. J'ai jamais volé, mais un jour, tu vas voler. Tu nous appelles? OK. On va régler le cas. Parfait. En 30 secondes avant de passer à la pause, qu'est-ce qui fait que Saint-Jean-sur-Richelieu et la Montérégie est une belle région pour voler? L'espace. Ouais. Le 360 degrés, on est limité dans aucune direction, ce qui fait sa facilité. Les terres agricoles. Ça, c'est pour dire le fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, ça doit aider aussi. Oui, exactement. On vit dans ce type de région-là. Encore beaucoup de fermes laitières dans la région. C'est parfait pour nous autres. On va s'arrêter, messieurs, l'instant d'à peu près 30 secondes. Je sais que vous revenez d'Albuquerque, ça se peut-tu? Je veux qu'on en parle aussi. C'est quand même assez gros, ça, également. C'est l'un des plus gros au monde, je pense. C'est le plus gros au monde. Alors, on s'arrête 30 secondes et au retour, on va parler, entre autres, de ce festival-là, puis de toutes les organisations de la magie de l'air. Bougez pas. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour en Sport Express avec nos deux passionnés, Patrick et Serge. Messieurs, avant la pause, je vous ai parlé du grand festival qui est Albuquerque. Parlez-nous-en un peu. C'est dans l'ouest des États-Unis. Si je compare à Saint-Jean, parce que souvent les gens vont le comparatif, est-ce que c'est le même genre de festival? Je sais que c'est beaucoup plus gros, mais est-ce qu'il y a de la musique, si on vole en ballon, ça ressemble à quoi un peu? Non, du tout. C'est complètement différent. Albuquerque, ça se vole le matin seulement. Okay. L'événement dure 9 jours, comme ici à Saint-Jean, mais on vole juste le matin, puis c'est juste des ballons. Okay. Des spectacles le soir, il n'y en a pas. Les spectacles le soir, ça va être les nuits magiques. Il y a 3 nuits magiques de ballons réguliers. Il y a 2 nuits magiques de forme spéciale. Donc, il y a 5 soirs où il y a des activités sur le site, c'est des ballons. Puis 9 vols de ballons le matin. OK. Pat, pour un pilote de Montgolfière, participer au festival d'Albuquerque, c'est comme pour un joueur de la Ligue nationale participer à la finale de la Coupe Stanley, j'imagine. Parle-moi un petit peu, on en parlait tantôt hors d'onde, de ton premier vol que tu as fait cette année à Albuquerque. Ça a été émotif? Oui, très émotif. C'était un rêve depuis le jour où j'ai touché un brûleur. J'ai dit un jour, je vais aller à Albuquerque.
puis avec l'Américain que j'étais. J'ai eu la chance de revoir cet Américain-là à Albuquerque. Mon premier vol le matin, bien, tous les souvenirs, tous les efforts, que ce soit ma famille, les amis, tous les équipiers qui m'ont aidé depuis les 10 dernières années, bien, dans ce vol-là, mes pensées étaient avec eux et mes larmes aussi. Oui. Faut le dire. Ça doit être assez extraordinaire. Des ballons, il y en a. Comment on fait pour... Moi, je ne suis pas pilote pour 2 sous, mais comment tu fais pour pas accrocher? Je sais pas, il me semble que quand ça part, même à Saint-Jean-sur-Richelieu, des fois, là, Les envolées le soir, c'est avec beaucoup de la famille, logistique. je me dis, tabarouette, il y a quelqu'un qui va ramasser quelqu'un. Comment vous faites ça? Bien, écoute, moi, je l'ai fait. Patrick, c'est la première fois qu'il faisait l'événement. Moi, je l'ai fait 3 fois par les années passées. Évidemment, quand on fait ce genre de festival-là, il y a quand même le niveau de sécurité est quand même intéressant, tu sais, puis il faut s'entendre que c'est loin d'être comme Saint-Jean. C'est combien de ballons à Albuquerque? Premièrement, c'est entre 650 et 700 ballons, 800 ballons. Il y a eu des années Ici, il y avait combien? Une cinquantaine à peu près? Ouais, non, Une une centaine. centaine. Il y a eu des années dans les là, mettons, il y a 20 ans, il y avait jusqu'à 1000 ballons qu'il y a déjà eu à Albuquerque. Dans une et là, ils ont battu des records où ils ont déjà fait décoller à Albuquerque 350 ballons dans 1 heure. Fait que, évidemment, ça en fait maudit des ballons. Mais par contre, le terrain, c'est comme l'équivalent de 8 terrains de football, je pense, si je me souviens. Puis ils sont tous cordés, puis ça descend. Tu as des rangées, là, puis ça descend au fur et à mesure comme ça. Fait que tu as vraiment, ça y va par vague. La grosse différence, le gros changement la première fois que moi j'étais là, c'est que tout le monde a accès au site. Les spectateurs se promènent alentour de ton ballon, puis là, tu dis... Il n'y a pas de barrière, là. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Vous avez des yeux tout le tour de la tête, quelqu'un pour... Sérieusement, là, je pensais ça aussi. Je me dis, ça va être l'enfer, mais pas pantoute. Les gens vous aident, on développe le ballon, il n'y a personne parle, tout le monde est respectueux de l'environnement que ça prend un ballon. C'est vraiment impressionnant comme spectacle, comme chose. Après ça, bien, quand on décolle, on s'assure d'avoir suffisamment de monde à bord. Puis on dit, toi, tu checkes à gauche, toi, tu checkes à droite. Moi, je check là, lui, check par en arrière. Puis on a des yeux tout le tour de la tête, puis on se briefe un peu. Puis après ça, l'idéal, c'est de sortir du peloton le plus rapidement possible. Ça, c'est ça devient un sport pour le cerveau. Comme la F1. Faut que tu sortes du peloton au départ, puis après ça, t'es correct. Il y a aussi des ballons qui décollent pendant 2h30 de temps. Fait que si tu prends 600 ballons qui décollent pendant 2h30, ça vient qu'il y a un dégagement. Différence avec Saint-Jean, c'est qu'on est 100 ballons qui veulent décoller en 20-30 minutes. Exact. Puis tout le monde veut y aller puis se dépêcher, tandis que là-bas, c'est vraiment, comme ça je dis, c'est des vagues, puis c'est wow. C'est wow. Ouais. Albuquerque, quel est le temps en ce moment là-bas? Est-ce que c'est l'équivalent d'un peu ce qu'on retrouve à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant l'été? C'est-tu aussi humide? C'est comment? C'est quoi les conditions là-bas en ce moment? Moi, cette année, aucune humidité. Le matin, avant le lever du soleil, c'est très frais. Manteau, même kangourou manteau. Quand le soleil sort de la montagne, la température monte très rapidement. Fait que souvent, avant même de décoller, on enlevait le manteau. Puis en finissant le vol, tu es rendu en T-shirt et en short. À ce point-là. Ouais. Par contre, l'altitude de cet endroit-là est quand même à 5000 pieds d'altitude quand on est à Saint-Jean. Tu es déjà pas mal plus haut. L'air n'est pas pareil. On en parlait en début d'émission, tu es un vétéran du monde du ballon au Québec. Tu as eu la chance également de voler en Europe. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là que tu as eue. Oui, effectivement, parce que c'est d'ailleurs suite à mon dernier, je pense que c'est mon dernier, la dernière fois que j'ai été à Albuquerque. J'ai eu la chance de connaître des gens qui venaient d'Europe, de France, qui étaient là. Puis on a parlé, il y avait un petit rassemblement de ballons qui faisait à Rocamadour. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un site historique où les ballons décollent vraiment au pied c'est comme des falaises avec. C'est vraiment écœurant, là, c'est beau. Et puis à ce moment-là, il y avait des pilotes français qui retournaient chez eux, puis ils faisaient un halte à Montréal. Et moi, j'ai offert le gîte chez nous. Alors, j'ai été chercher 2 pilotes qui sont venus, je suis allé à la maison, je leur ai donné les clés de la maison, le chambre, une voiture, puis moi, je suis parti travailler parce que nous, on travaillait pendant ce temps-là. Puis à partir de ce moment-là, eux autres, ils ont fait ce qui est arrivé, c'est que ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, quand tu viendras en France, il faut que tu viennes pour le meeting eux autres, ils appellent ça des meetings, pour le meeting de Rocamadour. Et l'année suivante, j'ai organisé un voyage pour aller faire le meeting de Rocamadour, puis j'ai volé avec eux autres en Rocamadour. On est souvent chauvin, messieurs, puis tu as eu la chance d'aller en Europe, Albuquerque aussi cette année. Comment est vu Saint-Jean-sur-Richelieu dans la planète ballon? Quand vous voyez des Américains, je viens de Saint-Jean, oui, festival là-bas, est-ce que le festival est bien vu par les Américains?
Oui, on a une belle connotation, une belle renommée. Le fait que l'événement dure 9 jours, qu'il y a des vols matin et soir, c'est sûr qu'après une semaine, quand nos Américains partent, on les a brûlés. Ouais. Parce que dans beaucoup de festivals, eux, de leur côté, ça vole juste le matin. Mais non, on a une belle notoriété, une belle visibilité. Vous avez la chance de faire également le festival de Gatineau du côté de l'Outaouais. Parlez-nous un petit peu de la particularité de voler dans ce coin-là de la capitale nationale. C'est pas toujours évident, hein? Non, c'est pas évident, vraiment pas. Les directions, quand tu t'en vas vers Ottawa, ben c'est du béton, de l'asphalte, du béton, de l'asphalte. C'est environ 1 heure de vol avant de dire que les premiers champs vont s'ouvrir. Tu as une direction, c'est le parc de la Gatineau. OK. Ben, le parc de la Gatineau, c'était trop à droite. Excusez les termes, mais nous, on sait de quoi qu'on parle. Mais tu es dans le parc, puis là, c'est du bois, du bois, du bois. Il y a une autre direction, il y a une grosse mer bleue, c'est un gros marécage. C'est soit tu atterris après une demi-heure de vol ou tu en as pour 1h30 pour la passer. Fait que sinon, c'est un 360 assez difficile. Oui. Serge, t'es pilote d'expérience, ça fait 25 ans maintenant, puis je vais aller plus au niveau aspect sécurité parce que les gens sont à la maison, se disent, est-ce que je veux faire de la montgolfière l'an prochain, je veux en faire. Parlez-nous un peu de ça parce que c'est sûr que c'est comme n'importe quoi, comme l'aviation, quand on entend parler d'un accident, bien, c'est parce que souvent c'est gros. Il y en a eu un au Texas l'été passé, fil électrique malheureusement. Ça n'arrive pas souvent, par contre, on va se le dire. Je pense qu'à Saint-Jean, un événement malheureux, tout le monde le sait. Puis c'est arrivé une fois, je pense, en 33 ans. C'est même pas la faute. C'est pas de la faute. C'est vraiment, on peut appeler ça vraiment un accident parce que je pense qu'au niveau de la sécurité, tu sais, des fois on se plaint contre Transport Canada, mais je pense que les règles sont assez strictes, sont assez mis de l'avant pour que ce soit sécuritaire. Puis je pense qu'en tant qu'organisation, nous autres, on s'oblige à respecter les normes. Et puis nous autres, la grosse différence aussi, c'est que c'est une passion. Fait que moi, je préfère canceller un vol puis de regretter d'être dans les airs que de l'inverse. Que de regretter d'être au sol. C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, là, à quelque part, c'est quand on se consulte, on regarde ça. Moi, je peux être à l'aise avec un vol, puis lui, non, puis vice-versa. Mais on respecte chacun nos décisions, puis on met ça sur la table, puis on règle ça. Parce que souvent, les gens ont tendance à ne pas y penser, mais le vent qu'on a au sol, c'est complètement le contraire de ce qu'on a dans les airs. Parce que moi-même, je suis petite famille, je m'en vais à l'international. Ouais. Oui, j'ai envie de faire les manèges, mais après ma barre, je vais voir les ballons. Sauf que puis des fois, tu regardes, excuse-moi, mais pourquoi on ne vole pas? C'est plus compliqué que le doigt dans la bouche puis le vent dans les airs. Mais jadis, c'était ça, le doigt dans la bouche. Ils prenaient leurs décisions. Aujourd'hui, on a évolué. Les ballons sont maintenant. La technologie nous a amenés à vraiment planifier et gérer nos vols d'une façon adéquate. Puis moi, mon arrière-pensée, avant même de décoller, j'ai 4 enfants dans ma vie, c'est est-ce que je vais revoir mes enfants à la fin du vol? Ouais. C'est ça mon thinking. Si j'ai juste un questionnement où je me dis peut-être que non, je dis comme Serge, on reste au sol au lieu de regretter d'être en vol. Messieurs, il nous reste 30 secondes. Si les gens à la maison sont intéressés à voler avec la magie de l'air, à peut-être acheter un certificat cadeau pour le temps des fêtes, le meilleur moyen de vous rejoindre? Site Internet, www.lamagiedelair.com ou téléphone 450-403-4840. On a plusieurs promotions qui sont ouvertes d'ici à Noël. Vol d'hiver, vol d'été, vol d'automne, vol de groupe. Vol d'hiver, Alex, là. Mais là, toi, t'es-tu rendu pilote? C'est quelque chose. Ben non, moi, je ne le serai jamais. Pourquoi? T'as pas le temps. Ouais, c'est ça, l'affaire. T'as pas le temps, mais tu vas gérer des conventum pis tout. Ouais, je gère une couple d'affaires, c'est ça mon problème. Exact. Mais en tout cas, je te souhaite un jour. J'ai beaucoup d'amis pilotes. Ça, je le sais, puis je veux voler, monsieur. Je veux dire ça. Patrick, bienvenue. Serge, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis au plaisir, puis continuez de partager votre magie avec les plus jeunes. C'est ce qui fait que la relève va être là pour plusieurs années. Alors, merci. Merci à vous autres. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express et François, parle-nous un peu de football senior. Les Panthères de Montréal, Alex, qui se sont fait battre par nos Huskies par la marque de 22-14. Les Huskies, t'es surpris, encore champion cette année. Félicitations à notre ami Marc Rémillard et toute l'équipe. Je pense qu'il va venir ici en studio avec la coupe et une surprise. Exactement. Ils avaient promis une surprise avec la coupe. C'est pas qu'on veut pas te voir, là, mais la surprise est fort intéressante aussi. Un ancien Husky. Ça dirait même pas. Non. Pas en tout. Parle-nous de football scolaire un peu. Oui, les Dorchester Pee-Wee qui l'ont emporté 46-20, Alexandre, contre les Cougars de Saint-Léonard. C'était à la Coupe des anciens Alouettes le week-end passé. Donc, félicitations à toute la gang des Dorchester. C'est Thomas Bourgeois-Giroux qui a été nommé le joueur par excellence. À noter également que la période de recul
recrutement pour le football Joséphine d'Endurant commence la semaine prochaine. Et parlons de soccer en terminant. Oui, les inscriptions au soccer mineur, j'aime pour ça. le soccer mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 4 à 16 ans aura lieu à leur bureau du soccer au Richelieu. Ça a lieu présentement, donc juste à vous présenter au stade, Alex. Toi, il y avait du François, NASCAR, ça a l'air? Quelle bonne nouvelle! C'est terminé. Le NASCAR, donc dimanche dernier, était présenté la dernière course de la saison 2016 de la Sprint Cup. Écoute, faut que je t'avoue un Tu l'as truc. regardé? Je l'ai regardé, mais j'ai regardé les 15 derniers tours. Ça a pris 2h30. C'est pathétique. J'ai appelé Richard à peu près 3 fois là-dedans. Lui, il était sur le party tout seul dans son salon, et avec sa bouche et tout ça. Et non, honnêtement, ça a été quand même assez chaudement discuté. Tu as eu du plaisir à le regarder? Oui, c'était correct. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu. Tu veux Julie parce que t'as perdu, toi, hein? C'est ça, exactement. Donc, c'était le Ford EcoBoost 400 sur le circuit de Homestead en Floride. Écoute, je peux-tu te dire de quoi que j'ai pas aimé? Il n'y avait pas grand monde dans les estrades. Je trouvais ça décevant pour une finale de même. Le NASCAR, il est en chute libre. T'as dit, moi. C'est fini, ça. Bon, le sort a joué en faveur de Jimmy Johnson pour lui permettre de remporter la course ainsi que d'être sacré champion 2016 de la série Sprint. Et signe ainsi un 7e championnat et rejoint Richard Petty. Non, lui, il n'est pas bien. Non, Richard Petty. Oui, non. Okay? Ils ont écrit une toune sur lui. Là. Oh, Richard Petty. Non, c'est pas ça? Non, ça, c'est Tom Petty. Ah, excuse-moi. Et Dale Earnhardt, à titre de pilote ayant remporté le plus de championnats en carrière de l'histoire de NASCAR. Depuis, il est parvenu à sa 11e saison seulement. Et c'est pas fini, mon cher. Non. Pour ceux qui s'intéressent, personne, Kyle Larson, Kevin Harvick, Joe Logano et Jimmy McMurray ont complété le top 5 d'une course captivante, pleine de rebondissements. Prochaine course, mon cher. Oui. Dimanche, le 26 février 2017 à 14h, c'est le Daytona 500. On est en pause. En direct du Daytona International Speedway de Daytona, en Floride. Et comme c'est la tradition, cette course a précédé d'une semaine d'activité débutant. On s'en fout, en fait. Là, ça commence le 18 février. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.